Bonjour à tous et bienvenue à cette émission de Inside, l'arrière-scène de l'entrepreneur. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être avec un entrepreneur, Gianni Venturino. Gianni, merci d'être avec nous. Merci. Et nous retrouvons aussi avec Mylène Tremblay, qui est consultante en psychologie organisationnelle chez la Fabrica Agile. Oui, la Fabrique Agile. Les Fabriques Agiles? Ouais. Ouais, ok. Je m'en suis sorti. Doctorante en psychologie organisationnelle Oui. à l'UDES, l'Université de Sherbrooke. Oui. C'est quand même long comme titre, présentation, ouais, hein? plusieurs. Mais c'est plusieurs cool. titres. C'est cool, mais il faut juste comme s'en rappeler. Je suis content de vous avoir, de vous avoir avec moi aujourd'hui. En fait, je vous explique le concept du podcast, assez simple. C'est dans le cadre du projet Seiki, qui est le sanctuaire de l'entrepreneuriat, le sanctuaire psychologique des entrepreneurs créé par le Tiers-Lieu, l'espace de coworking à Laval. On voulait avoir un podcast pour pouvoir parler des vraies affaires, de justement l'arrière-scène de l'entrepreneur et d'avoir une discussion autour d'un café. On n'en a pas actuellement, on va arranger ça pour les prochaines semaines. Et d'avoir cette discussion-là, justement, avec un entrepreneur et une spécialiste de la santé mentale et pouvoir aborder plusieurs sujets pour justement démocratiser et vulgariser la santé mentale au niveau des entrepreneurs. Donc, sans plus tarder, Gianni, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, merci. Donc, Gianni, tu es propriétaire ou copropriétaire de Passion Soccer Boutique. Oui. Qui est une entreprise justement spécialisée en équipement de soccer. Oui. Parle-nous de ton histoire d'entrepreneur. Comment ça a commencé? Est-ce que toi, là, tu étais à la petite école, au elementary school, là, ou à l'école primaire, et tu t'es dit, je vais être entrepreneur? Non, j'ai jamais dit je vais être entrepreneur, mais je pense les choses que j'ai faites de ma vie étaient des actions qui étaient semblables à quelqu'un qui avait ce mindset-là. Okay. Alors, je dirais, mon côté entrepreneuriat a commencé quand je jouais la musique. OK. Alors... en quoi il y avait le parallèle entre la musique et l'entrepreneuriat? Le fait de créer un groupe, de céduler des shows, de booker des salles, imprimer les billets, créer des merchandise, Okay. des t-shirts, des choses comme ça pour le vendre, contacter les studios, enregistrer, trouver plusieurs chapeaux, tu sais. Trouver le fournisseur pour les CD et tout ça, l'impression. Ouais. Alors, je pense avec la musique, quand j'étais plus jeune, ça, c'est des choses côté créativité. Alors, entrepreneur, créativité, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment... des choses qui sont vraiment mêmes, on peut dire, comme vraiment semblables. Puis quel genre de musique tu faisais? Rock, punk rock, hardcore. Alors, plutôt calme pour une personne qui faisait du punk rock. Exactement. Okay. C'est toujours les plus calmes qui sont les plus fous. Puis, dis-moi, en fait, justement, en faisant ce cheminement-là, comme étant un artiste, à quel moment, justement, quel a été ton parcours en tant que tel qui t'a mené vers l'entreprise Passion Soccer Boutique? L'entreprise Passion Soccer, je disais, c'est plus avec mon père. Lui avait... Donc, c'est une entreprise familiale, en fait. Oui, c'est une entreprise familiale. Lui avait un petit kiosque Pro Shop dans un centre de soccer où est-ce qu'il y avait un magasin avec un ami. Puis après que j'ai terminé l'école, après 1 an que j'avais terminé, je crois, il y avait l'opportunité d'avoir un magasin sur vraiment une rue, sur la rue Jarry, à Saint-Léonard. Puis j'avais déjà travaillé quelques heures dans sa petite boutique. Et même là, quand je travaillais là-bas, comme j'ai jamais juste rentré dans la boutique, puis j'attendais les clients, mais je regardais l'inventaire, puis j'ai commencé à déplacer l'inventaire, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui était sur le plancher, pourquoi c'est celui-là à ce prix-là. Alors, je pense, côté entrepreneur, c'est vraiment comment tu vois les choses. C'est comme problem solving. Alors, quand j'étais dans sa boutique, même si c'était pas ma boutique, je regardais comment je peux améliorer l'expérience pour le client. Okay. Après ça, c'est ça. Alors, en 2010, on avait l'opportunité, ou 2009, on avait l'opportunité d'avoir une boutique comme une vraie boutique. Puis, on a ouvert en 2010. Alors, c'est moi qui ai pris vraiment toutes les démarches pour lancer la boutique, pour faire toutes les rénovations à l'intérieur, parce que c'était vraiment un espace vide. Alors, j'ai vraiment fait tout le interior design et tout ça, parce que mon père faisait le Pro Shop
vraiment après les heures de travail. OK. Il travaille encore à temps plein. OK. Et même quand on a ouvert la boutique en 2010, j'ai ouvert ça avec une de mes cousines. OK. Puis, même chose, il a travaillé à temps plein jusqu'à 2014. Alors, pour les premiers 4 ans, c'était vraiment moi, ma cousine, ma soeur, puis des autres membres de ma famille. OK. Et j'ai fait comme je fais toujours. Je m'intègre dans la communauté, je fais des choses à ma façon. Et j'ai jamais regardé ça comme un business. J'ai toujours regardé ça comme une façon d'être créatif. OK. Puis je pense l'entrepreneuriat, puis la créativité, c'est quelque chose de vraiment semblable. Et être entrepreneur, c'est quelque chose, moi, comme personne qui n'est pas axée sur l'argent, était très difficile à prendre comme nom. OK. Comme pour m'identifier. OK. Puis avec des podcasts, puis avec l'information des personnes que je respecte, j'étais capable de accepter le nom entrepreneur. OK. Dans un côté creativity et non côté business. OK. Ouais. Parce que je trouve que ça, c'est aussi une chose qui était vraiment difficile à accepter, I guess. Ben, tu me devances, en fait, parce que notre première question qu'on veut tout... Ben, la première question qui va lancer, lancer un petit peu le tout, c'est être entrepreneur. Mm-hmm. Est-ce que c'est facile? Non, c'est comme la vie, c'est vraiment difficile. C'est très, très difficile. Mais il y a énormément de joie qui vient avec ça. And self-fulfillment, puis juste être bien. La possibilité d'être bien, parce que si tu, comme la vie, si tu n'es pas focus et si tu fais trop, ça va devenir vraiment long, puis ça va te causer vraiment lourd, puis beaucoup de peine, puis tout ça. Ben justement, on va pouvoir aller dans cette direction-là. Quelles ont été tes premières difficultés en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que tu as ressenti au départ? Parce qu'à la fin de la journée, tu te lances, tu as fini l'université, ça t'a pris un an. Pendant un an, ça a pris un an avant que tu joignes l'entreprise familiale. C'est ça. Et là, tu joins l'entreprise familiale. Quelles ont été tes premières difficultés à titre d'entrepreneur? Les premières difficultés, je dirais, c'est quand il y avait plus de staff, plus d'employés. Okay. Plus de, quand ça arrivait vraiment pour le gestion, ça, c'était vraiment difficile. Alors, c'est vrai, comme Mylène, comme tu as dit, tu mets beaucoup de chapeaux. Alors, au début, c'était quand même facile parce qu'on n'était pas très occupés. Alors, je faisais un peu de gestion, un peu de data entry, de comptabilité. Alors, chaque semaine, je faisais mes rapports. Après ça, je suis allé chez la maison de la cousine de ma mère, où est-ce qu'elle est un comptable à CA, c'est quoi? Oui, comptable arrière. Ouais, ça. Alors, elle faisait le suivi. C'est moi qui envoyais tous les TPS, TVQ au gouvernement chaque 3 mois. Alors, j'étais capable de faire tout jusqu'à un certain moment. Quand on a commencé d'agrandir, puis on doit déléguer et tout, ça, c'est où est-ce que ça vraiment... J'ai frappé le mur. Mm-hmm. En termes de gestion, tu sais, c'était plus d'employés, plus de responsabilités, moins de temps. Tu mets plus d'heures pour aller sauver le temps, mais de mettre plus d'heures, en réalité, tu te brûles. Puis, ouais. Alors, c'est vraiment la gestion, puis... Ouais. La lourde charge de travail. Oui, exactement. Ça, c'était... Puis ça frappe vite. Alors, je dirais comme 2015, je dirais. Ça, c'est où est-ce que j'ai trouvé, wow, comme j'ai vraiment besoin d'aide. Alors, j'ai commencé à demander à mon père, j'ai besoin d'aide. Mais, qu'est-ce qui est difficile, c'est que c'est pas facile d'avoir l'aide parce que tu as besoin de l'aide de quelqu'un qui a l'expérience. Puis même si mon père avait son pro shop, il avait pas vraiment l'expérience. Alors, tu sais, parce que lui, il travaillait de temps plein, mais dans une action, il était un directeur de soutien de vente à une grosse compagnie, mais tu sais, il y avait des employés en dessous de lui, mais la structure était déjà là. Alors nous, on doit créer la structure, créer les systèmes, puis ça, c'était tellement difficile. Mm-hmm. Alors, j'ai cherché à l'extérieur beaucoup de fois à différents endroits pour trouver une solution. Puis c'était avec toutes les erreurs que j'ai faites à l'extérieur, de me rassembler à l'intérieur, donner plus de confiance à l'interne, beaucoup de recherche, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a vraiment commencé de créer notre propre système puis structure.
je m'adresse un peu plus à Amélie à ce moment-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit de manière très commune, euh, ce genre de situation-là à frapper le mur quand justement ton entreprise commence à prendre une certaine expansion? Oui, bien effectivement, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les entrepreneurs. C'est, ben, de base, vous avez beaucoup d'attentes envers vous-même. Tu sais, vous voulez amener votre entreprise à la vision que vous avez eue. Donc, avec ça vient une lourde charge de travail et souvent, il y a le fait de votre entreprise, c'est votre bébé aussi. Donc, tu sais, vous voulez investir beaucoup d'énergie à ce niveau-là. Donc, on ne voit pas les heures passer. On investit beaucoup de temps dans cette entreprise-là. Puis, au bout de la ligne, on se rend compte que peut-être l'équilibre entre notre vie professionnelle, qui est la vie entrepreneuriale, puis la vie personnelle, si on veut, est un peu déséquilibrée. Donc, c'est difficile d'aller rétablir cet équilibre-là au bout de la ligne. Il faut mettre des éléments en place. Comme tu disais, tu es allé chercher de l'aide, mais en allant chercher de l'aide externe, ben, tu veux aller chercher quelqu'un d'expérience qui comprend où tu veux amener ton entreprise. Donc, tu sais, vu que c'est pas quelque chose de facile à prendre en charge, souvent, ben, on va dire, crime, je vais le faire moi-même tant qu'à ça. Fait que là, on se rajoute une charge de travail, on se rajoute des attentes qui sont élevées envers soi. Puis ça, c'est sans compter tous les autres facteurs qui sont comme des stresseurs dans l'entrepreneuriat, comme le fait, ben il y a une compétition, on veut se démarquer, la précarité financière, donc veut pas, c'est une business, il faut que ça fasse de l'argent, mais en même temps, comment et où aller chercher ce financement-là. Donc, c'est plein de petits éléments qui font en sorte que l'entrepreneuriat, c'est pas un milieu qui est facile. Et puis, les entrepreneurs, souvent, ben vous êtes imputables, vous avez la responsabilité de votre entreprise. Donc, ce risque-là, si on veut, vient créer certaines pressions au niveau psychologique aussi, donc anxiété, stress et troubles du sommeil. Là. Je ne sais pas si c'est ton cas. Là. C'est ça, alors, comme en 2015, quand j'ai frappé le premier mur, je dirais, c'est vraiment à côté comme comptabilité puis finance. Alors, ça m'a donné tellement d'anxiété. Like, je rappelle un soir, je woke up at night and I just started crying. Comme c'était vraiment difficile. C'était comme un surplein. Ouais. Là. Et maintenant, c'est toujours comme in me, whereas like it still gives me like some anxiety. Puis c'est quoi les autres éléments? Là, tu parlais de l'anxiété, que tu te réveilles un soir, puis là, ça te tape d'un coup sec. C'est quoi les autres éléments que tu attribues au fait que tu as pogné ton mur, si on veut? Comme les raisons pourquoi? Ben, les éléments que tu ressentais, que tu t'es dit, ouf, là, je pogne mon mur. Là. Ah, c'était comme je voyais plus la lumière à la fin du tunnel, parce qu'au début, c'était toujours comme j'ai jamais pensé que ça aurait jamais fonctionné, comme faire faillite, faire ça, comme j'ai jamais pensé que ça allait pas fonctionner. Alors c'est comme l'effet de dire, oh, peut-être comme c'est trop pour moi. You know what I mean? Alors, ça, tu commences à douter, si on veut, de douter tes capacités. les capacités, c'est ça, exactement. Vraiment. Ouais. Et là, justement, là, en 2015, quel a été l'élément déclencheur? Parce que vous avez fait une expansion rapide. C'est ça, en 2015, je pense qu'on avait 3 boutiques. Vous avez 3 boutiques. Est-ce que ça a été... Croissance vraiment accélérée, là. Laval, Saint-Léonard et Vaudreuil. Alors, c'est une 3e boutique qui était tellement loin aussi. Alors, ouais. Et est-ce que c'est à ce moment-là, avec la 3e boutique, c'est le premier constat d'échec quand tu vois que... Est-ce que c'est le fait que il n'y avait pas assez de... Je veux dire, les ventes n'étaient pas aussi bonnes? Est-ce que c'est le fait que, justement, ben, au point de vue organisationnel, c'était trop dur de se splitter à 3 endroits? À quoi tu identifies la fermeture, justement, de cette boutique-là à Vaudreuil? Alors, pour frapper le mur, c'était vraiment juste le fait que je sentais beaucoup de pression sur moi. Ça, c'est, you know. Puis c'était avec les tâches, parce que, tu sais, avec les choses gouvernementaux, tu sais, les deadlines sont des vrais deadlines. Oui. Quand tu dois rendre le TPS TVQ, puis tu dois faire la fin d'année, puis le comptable te demande pour les choses, comme ça, c'est des vrais deadlines. C'est pas un deadline de client. Voilà. Ça, c'est des vrais deadlines. Alors ça a vraiment donné beaucoup de pression. Et pour fermer la boutique, c'était vraiment une discussion à l'interne pour vraiment essayer de faire comprendre que pour aller à l'avance, on doit avoir une structure, une foundation qui était vraiment solide. Puis chaque année, on disait, OK, cette année ici, on va mettre l'énergie à Vaudreuil. Ça n'arrivait jamais. Alors j'ai dit, on a créé tellement de bons partenariats avec
dans Laval, puis c'est Léonard. Puis si on continue de courir un peu partout, on va juste perdre tout. Puis après ça, on va juste connaître nos amis une fois par année au lieu de comme 5, 6, 7 fois par année. Mhm. Alors, j'ai dit, c'est mieux de garder nos contacts et d'être présent où est-ce qu'on est physiquement, Ouais. qu'essayer d'aller quelque place où est-ce qu'on n'est pas. Alors, c'était vraiment une conversation pendant 2 ans où est-ce qu'à l'interne, il y avait des gens qui voulaient le garder ouvert, puis d'autres qui voulaient le fermer. Puis, c'est pas une question de marché, parce qu'il y a un marché à Vaudreuil. On n'est pas assez de personnes pour C'est la capacité réaliser versus, ça, ouais. you know? Alors, c'est même pas un échec, c'est rien. C'est juste, c'est vraiment une bonne chose qu'on a faite parce qu'on était capable vraiment de prendre une bonne décision, même si la décision était difficile, you know? Oui, puis tu sais, Ouais. c'est une autre caractéristique de l'entrepreneuriat, c'est la prise de décisions difficiles. Tu sais, Mhm. Souvent, dans des décisions comme c'est final, tu sais, une fois que vous allez décider que Ouais. la boutique ferme, ben la boutique est fermée, tu sais. Ouais. C'est close. Like, it's not a failure at all. You know? Oui, ben It's oui, really not a failure. ton rapport à l'échec est super intéressant parce que Mhm. tu sais, c'est pas un échec, justement, Pas du le tout. fait de fermer une business. Non. Puis, ben, je serais intéressée, je sais pas si je me Oui, permets de bien poser sûr, une bien sûr. question, mais c'est quoi ton rapport, justement, puis les apprentissages que tu fais face à ces différents défis-là dans Mhm. l'entrepreneuriat qui sont pas nécessairement prévus? Tu sais, le scénario idéal, c'est d'avoir des boutiques partout. Ouais, exact. Mais là, de prendre la décision de fermer une boutique, Ouais. qu'est-ce qui est ressorti de cet apprentissage-là? Pour rester comme plus proche à la mission de la compagnie, Mhm. on peut dire. Puis ça nous permet de vraiment rester plus proche à notre mission. Puis aussi d'investir. Parce que c'est tout dans un moment où est-ce qu'il y avait plus beaucoup de choses qui étaient de la réalité. Alors, c'est vraiment une des choses, c'est que ça nous permettait aussi d'être plus proche avec nos employés. You know what I mean? Parce que je voulais toujours être... À un certain point, je me suis dit, comme au party Noël, bientôt, on va devenir une vraie compagnie. Une journée, on va devenir une vraie compagnie. Pour moi, une vraie compagnie, c'est vraiment d'avoir des systèmes de structure, d'avoir une relation avec les employés, avoir du team building, pas juste go, 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 et pas juste quelques fois pendant l'année où est-ce que tu fais des parties ensemble. Mais vraiment d'être ensemble au quotidien. You know what I mean? Oui. Puis, alors ça, c'était comme 2015, on peut dire. On a fermé la boutique en 2019. Alors, entre 2015 et 2019, ça, c'est où est-ce qu'on essaye. Et vers la fin 2019, début 2020, c'est ça. Ça, c'est quand j'ai commencé d'aller vers un mental skills coach parce que je voulais trouver une solution de être là pour les employés. Ok. Parce que j'ai fait les efforts, puis j'étais limité dans mes habilités. OK. You know? Alors, je trouvais même, avec tous les efforts que j'ai faits, je comprenais pas pourquoi je n'étais pas capable d'être un bon leader. OK. You know? Alors, j'ai décidé de voir un mental skills coach. Puis ça fait 2 ans, je participe dans des workshops, j'ai des devoirs à faire. Je faisais un one-on-one, après ça, virtually. Ouais. Après ça, j'ai fait 3 ou 4 workshops en groupe. Puis 80% c'était avec des athlètes. OK. Il y avait quelques-uns qui étaient des entrepreneurs comme moi, mais vraiment 80% c'était des athlètes. Puis c'est ça, alors je trouve avec ça, tu sais, quelque chose qui est vraiment à l'externe, c'est même pas avoir à faire avec support business leadership. Yeah. You know, athletic, mental skills first. Mental skills first. It happened to be for athletes, but mental skills first. Puis ça aide beaucoup de gérer puis avoir la balance, comme tu dis. You know, quand j'ai commencé la boutique, j'avais un cellulaire personnel. Après du temps, parce que je suis quelqu'un de créatif, on a eu un cellulaire juste pour prendre des photos pour l'Instagram. You know? Ouais. Alors, tu rappelles Sabrina Stavely? Ouais. Okay? C'est elle, son job était de prendre des photos. Alors, on a besoin... Anyway, we had a cell phone. Avec le temps, mon cell phone personnel, oublie ça, poubelle. Maintenant, j'ai juste... You know? Alors, c'est difficile, la balance. Oui, You know? effectivement. C'est incroyablement difficile parce qu'après ça, tu sais, les gens te connaissent avec l'image de ta compagnie. Ouais. You know? Alors, être entrepreneur dans le côté business, c'est difficile parce que le côté business prend
c'est comme une vague. Puis ça prend... le business prend le côté entrepreneur créatif. Ouais. You know? Et est-ce que ça ramène une complexité? Parce que tu disais tantôt que tu avais beaucoup de pression sur toi. Est-ce que ça ramène une complexité additionnelle, le fait que ce soit une entreprise familiale? Non, je pense que c'est plus facile. OK. Parce que au moins, quand tu dis des choses, tu dis les vraies choses. OK. Alors, je pense que parce que c'était un côté familial, je pense que ça, c'est ce qui a nous aidé à survivre toutes les difficultés. OK. Ouais. Parce que le support était là comme c'est ça, 24 le heures soutien. sur 24. Ma mère m'a aidé, comme, même si elle n'était pas là comme au quotidien. Ouais. Elle n'est même pas comme propriétaire là, sur papier. Ouais. Mais elle est toujours là. Mon père est toujours là. Même mon frère qui a quitté comme 2 fois, 3 fois. Même lui va m'aider. Je veux dire, non, être en famille, ça, c'est qu'est-ce que nous... C'est ce qui vous a sauvé, en fait. Ouais, vraiment. C'est comme si ton cercle de soutien social, tu l'intègres dans ton entreprise. Donc, en même temps, ça permet d'alléger un petit peu toute cette pression-là. Non, ça a aidé. Et dis-moi, tantôt, tu as dit aussi que tu ne te considérais pas comme un vrai leader, un bon leader. Qu'est-ce que tu considères un bon leader ou qu'est-ce que tu ne faisais pas ou que tu faisais qui faisait en sorte que tu te sentais comme ça? Je pense pour moi, je pense que c'était quelque chose lié la bien-être comme en soi, on myself. So like being like happy on non-work hours. So I think that's really what confirms whether or not I'm a good leader or not a good leader. Because you're like also believing in yourself. So it's hard to be a good leader if you don't even believe in yourself. Like self-worth and things like that. Fait que c'était aussi au niveau d'être capable de se détacher de ton chapeau d'entrepreneur versus ton chapeau dans ta vie personnelle. Ouais, exactement. Peut-être trouver la manière de différencier, si on veut, de l'image de ton entreprise puis de toi-même. Ouais, exact. Alors, je pense que c'est ça. Puis qu'est-ce que tu as appris dans ces workshops-là, justement, qui t'ont permis de plus être, si on veut, puis d'avoir plus d'affirmation de toi? Alors, j'étais capable d'aller cibler qu'est-ce que je voulais vraiment. Alors, de toutes les choses comme objectif ou toutes les choses que je veux, OK, mais en quelle importance. Alors, j'étais capable vraiment d'aller chercher qu'est-ce que je voulais vraiment aller cibler. Puis pour moi, alors, le rappel que j'ai toujours le matin, c'est listening and learning. You know? Alors, de vraiment écouter les gens autour de toi, puis vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils te disent. You know? Et ça va me permettre aussi de grandir comme personne et grandir comme leader, boss, owner, individual, you know? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai chaque jour sur mon téléphone, focus on listening and learning. You know? Et puis dans le workshop, ça te donne aussi des outils pour ne pas oublier c'est quoi la voie que tu dois prendre. Parce que des fois, on est dans une bonne place dans la vie, tu continues, et après ça, you don't see, but you're slowly going this way, and then you're there, and you're like, how did you get there? How did you get like completely off? It's because you're missing some cues to keep you aligned in the medium to long term. You know? OK. Ouais. Fait que ça t'a permis d'augmenter, si on veut, ta conscience de tes Yeah, décisions. yeah. And even learn about myself too. You know? C'est vraiment cool. Puis, tu sais, t'es une personne qui a bâti sa business comme étant une personne qui est toujours prête à aider, qui fait beaucoup de bienveillance, qui est gentil et tout ça. Mais à quel point tu arrives à te mettre une limite? Et qu'est-ce qui a été justement ce processus-là pour que tu arrives à ne plus, parce que je te connais depuis un certain temps, ne plus répondre à n'importe quelle heure par rapport à quelqu'un qui a besoin d'un chandail, besoin d'un ci, besoin de ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte justement que tu as pu définir ta limite? Alors, dans le workshop, et c'est des choses que tu peux apprendre aussi hors d'un environnement comme ça, et j'imagine que c'est des choses qu'on apprend maintenant à l'école, mais si tu veux, if you want to set yourself up for success, une des choses que tu dois avoir dans ton checklist, c'est dormir.
tu dois être en santé. Comme c'est niaiseux à dire. Ben ouais. Mais c'est juste c'est ça. Alors, je dois dormir. Un athlète doit dormir pour performer. Quelqu'un qui gère un business, quelqu'un qui travaille avec des gens. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est toujours et était encore plus, parce que j'avais moins de contrôle, c'est quelqu'un de très émotionnel. Alors, si je me sens pas bien, si je suis fatigué, je vais réagir d'une manière où est-ce que je voulais pas réagir. You know? Alors, une autre chose avec le mental skills, c'est de trouver une manière d'éviter de me dire « How do I wish I would have acted in that situation? » You know what I mean? Mhm. So it was like, so we would practice a lot of like visualization, like being game ready, you know, and sleeping and eating, you know, simple things. Des jours de congés ou des activités pour que ton cerveau pourrait être ailleurs. C'est des choses qui vont t'aider vraiment de prendre les meilleures décisions au travail. Et je me suis dit, comme chaque fois j'ai une bonne idée pour le travail, c'est jamais au travail. Ben ouais. C'est jamais au travail. C'est dans le douche, c'est dans la voiture, c'est en exercice. C'est jamais au travail. Mhm. Alors, c'est pas en travaillant que je vais trouver la solution. Alors, si je suis capable d'avoir un meilleur équilibre, alors, pourquoi c'est pas de dire non. C'est de dire qu'il y a 6 heures de travail dans la journée, 8 heures de travail dans la journée. Tu sais, je dois être plus efficient. Je dois travailler vraiment 6 à 8 heures. Parce qu'avant, c'était comme, OK, je travaillais... Comme, au début, oui, je travaillais beaucoup, puis c'est nécessaire. Mais à un certain point, tu dois déléguer et tu dois dire, OK, dans la journée, il y a 24 heures, tu dois avoir le temps pour toi-même, tu dois avoir le temps pour le business, tu dois avoir le temps pour tes amis. Mhm. Parce que sinon, tu peux le faire pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans, peut-être. Mais après ça, c'est pas possible. We're human. C'est pas possible. Personne, peut-être nos grands-parents étaient des robots, mais the reasons why they're doing what they're doing were totally different. You know what I mean? They were totally different. You know? So that's what I think. Yeah. So that's why it's easy to say no. Because I'm not saying no. I'm saying I can't right now because my employees need me. Mhm. Because if not, then I'm going to screw up my employees' schedule. I'm going to screw up my whole week. Like, my employees need me. There's a small... Une petite chose que je faisais avant, je pense que c'était tellement important, mais il y avait des conséquences sur des choses qui étaient plus grandes. Et ça, c'est des choses que je n'avais pas réalisées. Je pensais que toutes les petites choses étaient tellement importantes. Et sont importantes, mais pas tout, puis pas toutes les heures de la journée. C'est ça. Il y a des éléments qui sont prioritaires à certains moments, puis d'autres qui on peut... C'est important, mais pas prioritaire. Fait que c'est d'apprendre à Pendant le COVID, c'est ça, j'avais le quadrant, puis c'est ça, and you put it where it is. La matrice d'Eisenhower. That's it, C'est vraiment intéressant. And that's what allows you to stay focused. Pour ceux qui ne connaissent pas la matrice, qu'est-ce que c'est exactement? Au fait, c'est une matrice en 4 cadrans dans laquelle c'est en ordre d'importance et en ordre de priorité. Donc, tu as un cadran en haut à droite complètement qui, lui, c'est des éléments qui sont prioritaires et importants. Puis, tout de suite à côté, tu as l'autre cadran que c'est important, mais c'est pas prioritaire. Donc, ça peut être dans le might-do de la journée, mais c'est pas dans la to-do nécessaire de la journée, par exemple. Sinon, dans le bas, tu as un autre élément qui est important, mais qui pourrait être délégué. Donc, c'est de voir, OK, est-ce que ça peut être un employé qui fait ça? Est-ce que je peux aller voir dans mon cercle de soutien si c'est une autre personne qui pourrait m'appuyer à ce niveau-là? Donc, ça, c'est la zone, si on veut, de délégation. Puis, tu as des tâches qui, ils pop, puis sont jamais importantes, sont jamais prioritaires, puis c'est toujours difficile de les déléguer. Fait que c'est des tâches flottantes, si on veut. Donc, c'est tout simplement de se poser la question, es-tu vraiment nécessaire, cette tâche-là? Si oui, il faut que j'aille chercher les ressources, les compétences pour l'effectuer. Ou sinon, il faut vraiment que je prenne une décision à l'éliminer ou à la faire. Fait que souvent, quand tu es face à une décision puis que tu as de la misère à savoir, OK, c'est-tu prioritaire, c'est important, juste de penser à cette matrice-là, ça peut être intéressant pour t'aider à prioriser puis savoir, ça revient de moi, ça peut être aux employés. Ça fait partie un peu des mental skills, comme il mentionnait, qui permet de prendre des décisions un peu plus éclairées. T'sais. Exactement. Et qu'est-ce qui fait que je prends la situation de Gianni en tant que tel, qu'est-ce qui fait qu'on a, en tant qu'entrepreneur, on a souvent ce sentiment-là, justement, surtout par rapport aux clients, qu'on est toujours là, on veut, puis surtout avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est la consommation en direct, la consommation live, je le veux maintenant. Comment un entrepreneur peut se protéger de ça, en fait?
le fait de savoir que non, il y a des temps pour chaque chose et ne pas tomber dans le piège que si je réponds pas, ben je vais perdre mon client. Oui, ben c'est certain que, par exemple, tu as un courriel qui rentre, je ne sais pas, à 8 heures le soir, ben tu peux te poser la question, OK, est-ce que c'est urgent pour moi? Est-ce que c'est urgent pour le client? Si oui, ça peut peut-être, on peut le traiter maintenant, mais sinon, ça peut attendre à demain. C'est-tu une urgence pour l'entreprise ou c'est-tu une urgence pour les employés? Ça permet de savoir, bon, est-ce que je sors au-delà de ma limite de temps de travail, puis je prends du temps dans ma vie personnelle pour répondre à cette urgence-là maintenant. Puis sinon, ben, c'est de le traiter le lendemain. Puis si on est plus quelqu'un d'anxieux qui dit « Caroline, ça va me trotter dans la tête ben prendre un calepin, le noter, comme ça, c'est certain qu'on ne l'oublie pas, ou de dire « Promis, on le règle demain matin », ou de juste prendre un moment. Tu sais. Mais je pense que oui, on est dans une société de consommation, puis une société qui valorise beaucoup la rapidité, puis tu sais, on veut quelque chose, on le veut maintenant. Mais en même temps, tu sais, les heures ouvrables de travail, ça a toujours été présent. Tu sais, on est habitué à ça, donc tu sais, on peut recadrer à ça. Puis tout à l'heure, tu mentionnais le respect de tes limites personnelles aussi, ben ça vient avec l'expérience. Puis je pense plus tu respectes tes limites personnelles, plus tu apprends aux autres aussi à respecter tes limites. C'est en les mentionnant, ces limites-là, que les gens vont faire « Ah, c'est vrai, travaille pas le soir à partir de minuit, parce que on le sait. C'est vraiment difficile d'établir nos limites, mais une fois qu'on trouve quelque chose qui nous permet justement de récupérer puis de recharger nos batteries, parce qu'au bout de la ligne, on est des humains, comme tu disais. Vrai, on a des batteries à recharger. Fait que c'est sûr que si on prend tout à toute heure de la journée, ben, le lendemain, on va être plus fatigué. On fait la même chose le lendemain, on se ramasse notre journée de congé, puis tout ce qu'on fait, c'est dormir pendant 10 heures ou 12 heures. Mais et de ne pas profiter. C'est ça. Ouais. Quel a été un autre élément déclencheur que, justement, là, le mental skill là, que tu as été chercher, le mental skill coach, quel a été l'élément déclencheur que tu t'es dit, justement, je vais aller chercher cette ressource? Je pense que c'était vraiment à l'interne où est-ce que j'étais pas satisfait dans ma performance au travail. C'est venu de toi, là? Ouais. Okay. Ouais, vraiment de moi. Ouais. J'étais pas... Parce que comme on avait engagé... Comme j'avais un mentor aussi. J'avais un mentor avant ça. Puis c'était pas assez. C'est juste pas assez. Okay. Comme, pour arriver où est-ce que je voulais arriver pour mon mentor et pour mon business, comme j'avais pas assez d'outils. Et j'avais pensé de faire ça, je dis non, tu dois le faire. C'est le temps de le faire. Okay. Si tu veux arriver, si tu veux vraiment essayer de devenir quelque chose, pas important, mais quelque chose où est-ce que ça redonne à tes employés, puis c'est vraiment quelque chose that you're going to be proud of at the next level, I guess. Not the next level, but like at the proper evolution, you know? Because I've even thought about like, oh, do I go back to school? Do I do like MBA courses at night? But I don't have time for that. I don't have time for MBA courses at night and stuff. So I always like learning. I like knowledge, you know. So ça, c'était quelque chose I had to do, you know. Puis avant que tu te rends compte de tout ça, puis tu étais malheureux, est-ce qu'il y a des choses que tu faisais que tant que tel, il y en a qui deviennent... ils sont excessifs par rapport au travail parce qu'il y en a qui vont toujours aller au bar, il y en a qui vont toujours aller ils vont faire d'autres activités ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tant que tel, dans cette situation-là, que tu étais malheureux, que tu faisais ou que tu mettais comme baume pour justement te sentir bien, puis qu'à un moment donné, tu t'es dit, ah non, finalement, ça, c'est pas ça. Est-ce que tu avais Est-ce que ça crée certains vices, en fait? Ouais, c'est sûr que... c'est pas sûr, là. Mais je veux dire, j'avais un problème d'alcool aussi. OK. Peut-être c'était relié au stress. Peut-être c'était relié le fait que j'avais rien mangé dans mon appartement. Mais peut-être c'est parce que c'était comme à 100 miles an hour all the time. So, je vivais ma vie à 100 000 à l'heure aussi. Puis, moi, je buvais beaucoup. Je buvais trop. Puis, j'étais juste pas en santé. Alors, je pense que c'est vraiment... Mais ça, c'est rien à voir avec le business, je pense. Ça, c'est rien à voir avec le business. C'est plus côté
Peut-être oui, peut-être parce qu'il y avait tellement de pression dans le business, ça a commencé d'affecter mon côté personnel. Ouais. Puis à cause de ça, j'ai commencé de me traiter, avec l'alcool. Ouais, peut-être. Et là, tu as eu ça. Et là, justement, dans le positif ou dans l'optimisme des choses, Mhm. il y a la course qui est Ouais. venue justement contrebalancer le tout. Comment c'est arrivé à ce moment-là, la course dans ton processus? La course à pied, c'est quelque chose que je pratiquais quand même souvent. Quand j'étais jeune, je faisais un peu de... Quand j'étais jeune, comme tout le monde, on faisait des cross-country à l'école. Puis c'est quelque chose que j'ai aimé faire. Après ça, avec le soccer, chaque fois, pour me mettre en forme, en avril, j'ai commencé à courir pour me mettre en forme pour le soccer. Mais c'est pas nécessairement quelque chose que je continue pendant l'hiver. Mais il y a aussi l'aspect de triathlon que j'avais toujours, ou le rêve de faire un Ironman. Mhm. Quand j'étais jeune, j'avais vu comme des choses sur la télé. Alors, j'avais toujours cette idée dans ma tête de faire un Ironman. Ça, c'était comme un dream d'enfance. Puis, j'avais aussi les idées de faire des demi-marathons, des marathons, des 10 km, des 5 km, des choses comme ça. Puis, j'ai faisais ça. Je faisais le circuit Endurance, qui est un circuit à Montréal, commandité par la boutique Endurance. Alors, j'ai fait comme les 5 km de Oka, les 10 km la classique La Fontaine. J'ai fait la demi de Montréal, je pense 3-4 fois. Quand j'avais 30 ans, je me suis dit, je veux faire le marathon. Alors, j'ai fait le marathon à 30 ans. Alors, j'avais toujours comme l'aspect course à pied dans ma tête. OK. Après ça, un de mes amis est devenu malade. Il avait comme une bactérie. Alors, pendant peut-être 6 mois, 8 mois, il était un peu bizarre, là. Alors, avec son petit frère, il a créé comme Stronger Together, ses trois frères. Puis, lui avait l'idée de faire comme Run for Those Who Can't. Puis, en 2018-19, je pense, j'ai fait la demi-marathon. Puis, je m'entraînais pour ce marathon-là, vraiment pour lui. Puis, après ça, j'ai commencé de courir avec d'autres personnes. Puis, avec eux, on a eu l'idée de créer un club de course. Juste comme ça, juste pour continuer de faire la course à pied. Ils m'ont ouvert les yeux au trail running. Alors, après, c'est dit, OK, on va courir maintenant. Pourquoi en octobre, on peut faire du trail? Alors, c'était juste des choses vraiment comme innocent, puis rien dans l'avenir de... On va créer vraiment un club de course pour les joueurs de soccer ou whatever. Puis après ça, on a juste sur Montréal, on courait, puis on dit, wow, on était 3 joueurs de soccer, là. Puis on dit, wow, quand est-ce que tu vas voir des joueurs de soccer qui courent sans ballon? Puis ça, c'est la manière qu'on a créé le nom, courir sans ballon. Puis la course à pied, qu'est-ce que ça donne? C'est le temps isolated by yourself, Alors, même quand j'avais le business, j'allais courir avec un de mes amis qui habitait proche de Parc La Fontaine. Et comme j'ai dit avant, ça, c'est où est-ce que j'ai eu beaucoup de mes idées en courant, C'est juste que maintenant, c'est plus fréquent, c'est plus au sérieux. Puis ça me permet vraiment de prendre le temps pour moi, de dire 3 fois par semaine, je vais aller courir avec mes amis. Puis c'est réservé pour ça. Ça donne une structure dans ma vie professionnelle où est-ce que j'ai plus de choses que ma vie professionnelle. Ouais. Puis c'est intéressant parce que naturellement, tu t'es tourné vers les mental skills pour te développer. Puis surtout, tu as pris le temps de prendre le temps. Prendre soin de soi, développer des nouvelles compétences plus humaines, aller chercher des outils pour prioriser. C'est des changements d'habitude, puis ça prend du temps. On ne voit pas les bénéfices concrets dans l'action maintenant, mais à long terme, ça a des bénéfices. Puis ben justement, ça te permet de prendre du temps pour toi. Tu partages que la course, ça t'aide à avoir des meilleures idées. Ça enclenche, on veut, ton côté créatif. Ouais. Puis c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on compare souvent les entrepreneurs aux athlètes de haut niveau. Puis, il y a certaines des meilleures pratiques d'intervention auprès des athlètes qui ont des belles répercussions chez des entrepreneurs. On peut le voir avec toi, avec le mental skills. Mais ce que moi, je retiens de ce que tu dis, c'est que tu es allé chercher des périodes, si on veut, de récupération pour investir sur toi plutôt que sur ton entreprise. Ouais.
Puis c'est quelque chose, ça, qui est enseigné chez les athlètes, tu sais, après que tu ailles soit soulever des lourdes charges ou même, on regarde les Olympiques, les athlètes, après, sont comme en congé, ils sont tous forcés à rien faire pour récupérer, recharger les batteries. Puis c'est comme dans la culture des athlètes, même si parfois c'est difficile, mais ça fait partie, puis c'est obligé par leur coach, nutritionniste et autres, tu sais, de prendre ce temps-là d'arrêt, tu sais. Fait que de le voir dans la culture entrepreneuriale, tu sais, on investit du temps, de l'énergie, beaucoup. Il y a un nouveau mandat ou il y a des nouveaux clients, fait que là, on produit un peu plus. Mais c'est toujours garder la balance du genre, ah, vois-tu, je viens d'investir beaucoup d'énergie, là, ça me prend un moment de récupération. Ouais. Puis toi, la course, ça te permet de faire ça pour toi? 100%, ouais. Y a-tu d'autres choses que tu fais dans ton quotidien qui te permettent de... Beaucoup de choses maintenant. Ouais? Ben, tant mieux. Ouais, alors, j'ai aussi commencé meditation and yoga. OK. Ouais, alors, vraiment, pour le moment, je suis vraiment axé sur le bien-être. Ouais. Alors, alors, j'ai commencé le meditation yoga, puis maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment breathing exercises. Je veux vraiment me mettre à comprendre, pas à comprendre, mais vraiment pratiquer les différents types de breathing exercises. Because there's ones we know of and there's ones we don't know of that can just make you feel better and get something to your brain that just changes everything like so quickly. You can change things. You can, you know. So I really want to dive into breathing exercises. Yeah. Et si on pouvait te poser une question justement qui pourrait un peu faire le wrap de tout, d'ailleurs, merci d'avoir partagé avec nous tout ça. Maintenant, toi qui as pris des initiatives tant que telles pour prendre soin de toi, quel est le message que tu envoies à des entrepreneurs qui ont des soucis actuellement d'enjeux, de dépression, d'anxiété, tout enjeu au niveau de la santé mentale? Qu'est-ce que par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu leur dirais? La chose la plus importante et qui est la chose qui est le plus difficile, d'être honnête avec toi. Ça, c'est la chose que je dirais. Alors, tu dois vraiment, vraiment essayer d'être honnête avec toi. Et quand tu es prêt, là, tu te mets devant un miroir. Puis tu dois être honnête avec toi devant le miroir. Puis ça va te donner qu'est-ce que tu as besoin de faire pour sentir mieux. Ben oui. Après ça, c'est à toi de décider c'est quoi. Est-ce que c'est mental skills? Est-ce que c'est 6 mois de vacances puis je fais un tour du monde? Après ça, c'est à toi de décider. Mais tu dois être vraiment honnête avec toi, qui est vraiment, vraiment difficile. But it's your biggest strength. It's someone's biggest strength. And then you do that in front of the mirror. And then that's going to be your answer, I think. Puis ça, je fais du pouce là-dessus. C'est de savoir qu'il n'y a pas de solution magique pour tout le monde. T'sais, dans ton cas, la course, le mindfulness, les respirations, c'est des éléments qui te permettent de justement stimuler la créativité, recharger tes batteries. Mais pour d'autres personnes, ça va être complètement autre chose. Ça va être de faire des casse-têtes, des sudoku. Peu importe, ça peut être de la peinture. Il y a vraiment plein de manières d'identifier qu'est-ce qui est bon pour nous. Puis souvent, c'est juste d'avoir la réflexion de, OK, ben dans quelle situation, quelle activité que je fais que je vois pas le temps passer ou que je sens qu'à la fin, je me sens bien. C'est exactement ça. Puis d'essayer de réintégrer un peu ces passe-temps-là, ces hobbies-là qu'on avait peut-être avant, qu'on a laissé de côté parce qu'on a investi beaucoup de temps dans notre projet entrepreneurial. Puis de prendre... c'est pas obligé d'être 3 heures de marathon par jour. Non, on n'est pas là du tout. Ça peut être à coup de 5-10 minutes. Ouais, je disais ça. Johnny? Ouais. Milan? Merci énormément d'avoir échangé avec moi dans l'optique de Inside. L'arrière-salle entrepreneur, ça nous permet d'humaniser un petit peu le processus et de savoir que justement, j'espère que les auditeurs qui vont écouter ce podcast-là vont pouvoir... et je suis certain que ça va aider certains à justement à se regarder dans le miroir et à être honnête avec soi-même. Donc, merci beaucoup, Gianni. Merci à toi. Merci énormément, Milan. Ben, merci. Merci.